Alors, je vous parlais des appendices, etc., et l'importance de ces appendices dans la formation du biofilm. Ceci, ce sont les travaux de Karen Sauer, qui datent à peu près maintenant, qui datent de 2001. Karen Sauer s'était intéressée à l'expression d'un certain nombre d'appendices bactériens chez Pseudomonas butida, et donc elle a comparé l'expression de ces appendices bactériens en mode planctonique et en mode biofilm. Et donc elle s'est intéressée entre autres aux flagelles, donc via la protéine flagelline, qui est le constituant majoritaire des flagelles, et également la piline, qui est donc une autre protéine constituant majoritaire des pilines, entre autres des pilines de type 4. Vous avez ici une étude en Western blot, donc avec deux anticorps, l'un dirigé contre la flagelline et l'autre contre la piline. Et donc l'expression de ces deux protéines en mode planctonique, c'est ce qu'on voit ici dans la première colonne, ici, qui montre qu'en mode planctonique, eh bien, effectivement, la bactérie possède très bien ses flagelles, puisqu'elle exprime cette flagelline, donc on a effectivement ici une mobilité sous forme de nage. Les résultats étaient intéressants, c'est qu'en mode biofilm, c'est ce qu'on voit ici à 12 heures et un jour, eh bien, la bactérie n'exprime plus du tout cette flagelline, puisque ces flagelles, en fait, sont devenues inutiles, puisque la bactérie étant sur une surface, le mode de nage, je dirais, lui est devenu complètement inutile. Et donc, de façon tout à fait naturelle, la bactérie n'exprime plus cette protéine. Les résultats qui étaient, je dirais, intéressants également au niveau de cette étude, c'est que Karen Sauer avait pu mettre en évidence qu'au bout d'un jour et 3 jours, donc sur des biofilms extrêmement matures, eh bien, il y avait de nouveau synthèse de la flagelline par les bactéries. Donc, cette étape, enfin cette surproduction, cette production nouvelle de flagelline correspondait probablement à l'étape de détachement, c'est-à-dire que quand les bactéries vont quitter ce biofilm, eh bien, une des premières choses qu'elles font, c'est de produire de nouveau cette flagelline, de façon à synthétiser de nouveau le flagelle et d'être de nouveau, je dirais, capable de se mouvoir dans le milieu aquatique. Au niveau de la piline, eh bien, elle avait pu mettre en évidence, Karen Sauer, c'est ce qu'on voit en bas, c'est qu'en mode planctonique, eh bien, les pili étaient très peu exprimés. Par contre, vous voyez qu'en mode biofilm, elle avait pu mettre en évidence une surproduction de la piline, donc des pili, et entre autres des pili de type 4, dès que la bactérie adhérait sur une surface. Ces pili vont permettre en effet à la bactérie de se fixer, de s'ancrer un peu sur cette surface de façon irréversible. Et donc, je dirais que je vous donne toujours cet exemple, on a véritablement comme des encres qui permettent à cette bactérie de se fixer sur ces surfaces. Ce rôle des flagelles, eh bien, à Rouen, on a pu le mettre en évidence, entre autres, par exemple, ici, avec une bactérie qui s'appelle Yersinia rhinoceri, qui est un mycopathogène. On avait pu mettre en évidence que les bactéries environnementales, issues directement de pisciculture, présentaient une très forte capacité d'adhésion par rapport à des souches de collection. C'est ce qu'on voit ici sur ce tableau, puisque vous avez ici une souche de collection américaine, la TCC, avec ici, je dirais, l'adhésion bactérienne sur 15 jours, et ici les mêmes résultats avec une souche environnementale. Et vous voyez qu'à peu près la souche environnementale adhérait à peu près 100 fois plus vite que la souche de collection. Et on avait pu relier cette capacité adhésive et bien justement à une très forte motilité des souches. C'est ce que vous voyez ensuite ici à gauche, avec des tests ici sur une gélosmol avec une piqûre centrale, qui montre effectivement que, comparativement à la souche de collection qu'on a ici, eh bien, les 3 souches ici environnementales présentaient une très forte mobilité comparativement. Et puis donc, on a pu relier effectivement cette très forte mobilité eh bien, à une surproduction des flagelles par ces 3 souches environnementales. C'est ce que vous voyez ici sur ces électrophorèses unidimensionnelles, où on a pu mettre en évidence que sur les 3 souches environnementales qui sont ici, on avait ici l'accumulation d'un certain nombre de protéines qu'on voit ici, qu'on voyait très peu ici, qu'on a pu identifier comme étant la flagelline. Et donc on avait pu ici reconstituer l'histoire avec une adaptation des souches environnementales, donc qui leur permettait effectivement de nager beaucoup mieux que les souches classiques de collection et d'adhérer surtout beaucoup mieux sur les différents types de supports qu'elles pouvaient retrouver dans l'environnement. C'est le mode de vie sessile, donc en en biofilm, mais s'accompagne également généralement d'une baisse de la virulence des bactéries adhérentes. Vous avez ici des résultats au niveau de la capacité d'un certain nombre de souches à induire une infection chronique. Des souches qui ont toutes ici, pour certaines, toutes été mutées sur un certain nombre de gènes, des gènes impliqués chez Pseudomonas aeruginosa dans ce qu'on appelle donc la virulence.
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est sur cet histogramme avec les histogrammes noirs ici. Vous avez ici la souche témoin qui était une souche qui était la PAO1, qui montre effectivement que cette souche induit très peu d'infection chronique chez la souris. Par contre, vous voyez que sur toutes les souches qui étaient mutées au niveau des gènes de virulence, eh bien effectivement, toutes ces souches avaient acquis une très forte capacité à induire une infection chronique et donc un mode biofilm dans les poumons des souris. Ceci s'accompagnait également avec une diminution de la clearance. Alors, différentes hypothèses ont été bien sûr avancées pour expliquer cette résistance des bactéries ou des biofilms aux différents traitements. Je dis différents traitements parce que ça ne concerne pas uniquement les antibiotiques. Et la première hypothèse est une hypothèse qu'on appelle physico-chimique. En fait, c'est une hypothèse physico-chimique qui sous-entend qu'il y aurait au sein du biofilm une limitation de la diffusion, entre autres la diffusion de l'antibiotique. En effet, la différence majeure entre le mode de vie sessile et le mode de vie planctonique, c'est bien sûr la présence de la matrice d'exopolymère. Néanmoins, on s'est aperçu très rapidement que cette hypothèse était fortement dépendante des antibiotiques. En effet, on a des antibiotiques qui diffusent bien sûr très mal au sein des biofilms, mais d'autres qui diffusent, je dirais, relativement bien au sein des biofilms, et pourtant, je dirais, les biofilms en question sont toujours résistants à la molécule. Et donc, très rapidement a émergé une autre théorie, une nouvelle théorie qui s'est ajoutée en fait, à la théorie physico-chimique, qui est une hypothèse plus physiologique, qui sous-entend que les micro-organismes au sein de ces biofilms ont développé un phénotype tout à fait particulier qu'on appelle le phénotype résistant. Cette notion de phénotype résistant est apparue dans la littérature au début des années 2000, entre autres dans un papier de Drenkart et Zubel qui a été publié dans la revue Nature. Alors cette figure-là vous montre en fait la très bonne diffusion d'un antibiotique dans un biofilm, et entre autres cet antibiotique était ici la vancomycine, et c'était un biofilm de staphylocoque doré. Cet antibiotique a été ici marqué par une sonde fluorescente verte. Vous avez ici, donc dans ces différents rectangles, le temps, 0, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Vous avez ici en haut le top, la base, donc le haut du biofilm et le bas du biofilm. Et vous voyez très bien qu'au fur et à mesure au cours du temps, eh bien, cette molécule, donc la vancomycine, diffuse au sein du biofilm, et au bout d'une heure, quasiment, cette vancomycine irrigue complètement, je dirais, l'intérieur, tout le biofilm. Et pourtant, ce biofilm était toujours résistant à la vancomycine, malgré la présence de la molécule. Alors, on s'accorde aujourd'hui pour affirmer que cette résistance bactérienne au sein des biofilms est multiparamétrique. Elle va impliquer entre autres la création de micro-environnements au sein de ce biofilm. Ces micro-environnements qu'on peut localiser surtout sur les zones profondes vont altérer l'activité d'un certain nombre d'antibiotiques. Entre autres, par exemple, on peut penser au bêta-lactamine avec des taux de croissance extrêmement faibles, les aminoglycosides également, dans des zones, des niches extrêmement anaérobies. D'autre part, on sait que ce sont les couches externes, bien sûr, du biofilm, qui vont être majoritairement altérées, et donc les couches profondes vont être extrêmement préservées de ces agressions externes. On sait également que les cellules en profondeur vont initier donc, des mécanismes d'adaptation tout à fait particuliers, vont surexprimer un certain nombre de protéines de choc par exemple, vont développer un certain nombre de mécanismes tout à fait particuliers également, qui vont leur conférer donc une résistance à ces molécules. Et enfin, vont se développer également au sein de ces structures des cellules qu'on appelle des persisteurs, qui sont des cellules qui sont, je dirais, toujours présentes, en faible nombre dans les cultures planctoniques, mais dont la proportion va être extrêmement augmentée dans les biofilms. Alors ce qu'on sait également, c'est qu'au sein des biofilms, eh bien, en contact avec un antibiotique, il va y avoir également une très forte production d'un certain nombre d'exopolymères, j'en ai déjà parlé, comme ici l'alginate. Sur cette figure, vous avez ici en A donc, la production d'alginate par la souche PA1. Vous voyez que la souche PA1 de Pseudomonas aeruginosa ne produit très peu d'alginate. Ici, l'alginate a été marquée par une concanaléine A, qui est une lectine, qui est donc ici fluorescente. Vous avez ici un autre témoin, ici à droite, qui est un variant de Pseudomonas aeruginosa qui surproduit l'alginate. Et vous voyez très bien qu'on voit très bien cet exopolymère coloré ici en vert.
Et puis, tout en bas, vous avez en C ici un biofilm de cette souche PAO1 qui a été traité avec une concentration sous-inhibitrice d'imipenem pendant 18 heures. Et on voit ici donc, que cette souche, qui produit très peu d'alginate, eh bien, en présence de ce carbapénem, va donc commencer à produire de l'alginate. Et donc, quand on voit ici cette figure qui a été ici prise après 37 heures de traitement, et on voit très bien que ce biofilm donc, surproduit là, énormément d'alginate en présence de l'antibiotique. Une autre caractéristique de certains antibiotiques, c'est de produire un certain nombre de bêta-lactamases au sein de ces biofilms. Ici, par exemple, donc, on a simplement un gène, qui est le gène AMPC, qui a été marqué par une sonde fluorescente, qui est la sonde de la GFP, une fluorescente protéine, et qui montre effectivement qu'un biofilm donc, de Pseudomonas ici, qui est exposé à 100 microgrammes par ml de ceftazidime pendant 4 heures, va surproduire un certain nombre de molécules comme les bêta-lactamases. Ces bêta-lactamases, qu'on voit ici, colorées, ici en vert, en rouge, et a été colorée simplement ici la biomasse. Et ce biofilm était justement extrêmement résistant donc, à la ceftazidime, utilisé ici à 10 fois la CMI, c'est ce qu'on voit sur la figure ici tout en bas. Vous avez ici le contrôle, avec toujours le cytonov utilisé ou l'iodure de propylium. Comme vous voyez sur le contrôle, toutes les bactéries fluorescent en vert, montrant effectivement une très forte viabilité. Le résultat extrêmement intéressant, c'est qu'en présence de 10 fois la CMI en ceftazidime, eh bien, on a exactement la même coloration, et donc cet antibiotique est complètement inefficace sur ce biofilm de Pseudomonas aeruginosa. A également été mis en évidence l'importance justement de la communication cellulaire qu'on appelle le quorum sensing. Vous avez ici donc un traitement à la tobramycine avec 10 et 20 microgrammes par ml d'une souche qui a été mutée sur deux gènes, le gène LAS et le gène RHL, qui sont deux gènes extrêmement importants dans la communication cellulaire, dans le quorum sensing, chez Pseudomonas aeruginosa. Donc vous avez ici à gauche les contrôles, ici la souche sauvage, ici la souche mutante. Vous voyez déjà que la souche mutante produit un biofilm qui a déjà physiquement, je dirais, quelques différences par rapport au biofilm sauvage. Les résultats intéressants, c'est que quand on va effectivement traiter ce biofilm à la tobramycine, eh bien, sur le sauvage, vous voyez que toutes les bactéries fluorescent toujours en vert, montrant que la tobramycine est complètement inefficace sur le biofilm formé par la souche sauvage. Par contre, quand on va muter la souche sur un certain nombre de gènes, comme le gène LAS ou le gène RHL, eh bien, la coloration rouge va apparaître, montrant qu'on a rendu ce biofilm sensible à la tobramycine et mettant en évidence donc, que la communication cellulaire, donc le quorum sensing, est extrêmement important dans la résistance de la bactérie donc à l'antibiotique et entre autres ici à la tobramycine. Donc, j'en ai déjà parlé, une autre caractéristique de ces biofilms, c'est de présenter donc, un très grand nombre de cellules qu'on appelle les persisteurs, qui sont des cellules qui sont dormantes, qui ne se divisent pas, qui sont fortement adaptées pour résister donc, à différents stress, donc, entre autres l'attaque par un antibiotique. Ce phénotype persisteur est complètement réversible, c'est-à-dire que si vous remettez les bactéries en milieu planctonique, vous allez retrouver un phénotype sauvage, entre autres une susceptibilité à la molécule. Il va y avoir au sein de ces biofilms également un certain nombre de cellules qu'on appelle les SCV, les Small Colony Variants, qu'on va retrouver sur les boîtes ici. Ce sont ces petites colonies qu'on peut retrouver ici, qui correspondent donc à des bactéries qui ont un très très faible taux de croissance et qui sont extrêmement résistantes également donc, aux inhibiteurs. Généralement, il n'y a pas de réversion là, pour ces SCV du phénotype après 10 repiquages, montrant effectivement que c'est, je dirais, un phénotype qui est, je dirais, très conservé. On sait que la présence de ces cellules persisteurs a été associée à la résistance de ces biofilms aux antibiotiques. C'est ce qui est montré ici, entre autres, sur cette courbe qui est un peu complexe, mais